Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 11 mai. Je suis heureuse d'être avec vous encore cette semaine. Et pour débuter ce bulletin, commençons avec le Conseil des maires du 15 avril de la MRC de Nicolet-Yamaska. Alors Geneviève, on est à la fin du Conseil des maires, mois d'avril. Qu'est-ce qu'on retient de ce conseil-là ce soir? Bien, en fait, je pense que le gros, c'était l'arrivée de la nomination de notre nouvelle direction générale, donc Stéphanie Laure, qui était déjà à l'emploi de la MRC comme directrice de l'aménagement durable. Et bien sûr, on en a profité pour souligner, on va faire autre chose, là, mais ce soir, on voulait publiquement souligner l'excellent travail puis la collaboration, puis, tu sais, la marque que Chantal Tardif aura laissée à la MRC. Donc, je pense que c'était comme le point le plus intéressant. C'est un processus qui a impliqué environ une trentaine de curriculum vitae. Oui, on a eu une trentaine de candidatures. Il y a 7-8 personnes de mémoire qui ont passé la première entrevue. De ça, 3 personnes ont été retenues en entrevue. 2 personnes ont passé les tests psychométriques. Puis Stéphanie s'est démarquée. Alors, elle entre par la grande porte là, à la MRC. Qu'est-ce qu'on attend de la part d'une DG? En fait, maîtrise des dossiers, un accompagnement des équipes. On a beaucoup de projets d'envergure à la MRC. On est en train de faire notre schéma d'aménagement. C'était Stéphanie qui s'en occupait, donc il faudra trouver quelqu'un pour lui succéder. On attend aussi qu'elle soit la courroie de transmission entre l'administration, les élus, qu'elle soit très proactive aussi dans l'accompagnement des élus, là, puis dans la recherche de solutions. Donc, c'est quand même un poste important, là. Puis c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment le poste pivot entre l'administration et les élus. C'est un grand privilège de pouvoir continuer à la MRC, mais à titre de directrice générale. J'ai le privilège d'être à la MRC depuis 7 ans, fait que c'est la continuité, puis aller plus loin avec le Conseil des maires dans les projets, là. Donc, je suis très, très heureuse. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'idée de ces nouveaux défis-là? Je crois que la vision du Conseil des maires au niveau de la transition socio-écologique, les projets collectifs qui ont été mis de l'avant, l'équipe qui est très mobilisée, innovante aussi, là, fait que tout ça ensemble avec le Conseil des maires, là, ça me motivait à vouloir continuer puis à aller plus loin. J'ai rencontré Sophie Martinbeau qui pose sa candidature au Parti libéral du Québec. Allons voir mon entretien avec celle-ci. Sophie Martinbeau pose sa candidature au Parti libéral du Québec. La voici qui nous parle de ses motivations. Mais c'est sûr que je me présente pour le Parti libéral du Québec tout d'abord parce que c'est un parti qui correspond à mes valeurs. Donc, c'est un parti qui représente les libertés individuelles. C'est un parti qui s'associe aussi à l'identification du Québec, donc notre identité québécoise. Puis, je pense c'est à propos aussi pour la justice sociale. Donc, ça fait partie de certaines des valeurs du Parti libéral du Québec. Puis, ça fait aussi plus de 150 ans qu'on se réinvente, qu'on arrive avec des nouvelles idées qui ont été quand même fondatrices là, pour la province. Là. Qu'est-ce qui vous motive à vous présenter en politique? Quel est votre passé un peu à ce niveau-là? Donc, j'ai été conseillère municipale pendant 3 ans à Saint-Wenceslas. J'ai même remplacé le maire pendant 2 mois. Je suis enseignante à l'École d'agriculture de Nicolet. Je suis copropriétaire d'une ferme maraîchère. Je me suis investie dans diverses activités comme la fête des semences des Nicolais plus à ses débuts. Donc, je crois que je peux bien représenter les différentes réalités de la circonscription. Et je veux vraiment être une voix pour les citoyens et citoyennes de la circonscription de Nicolet-Bécancour à l'Assemblée nationale. En terminant, est-ce qu'il y aurait un message que vous aimeriez passer aux auditeurs? Bien, suivez la campagne, ça va être très intéressant. Vous allez pouvoir me suivre sur les différents médias sociaux. Vous allez pouvoir aussi venir à ma rencontre. Si vous me voyez à l'épicerie ou n'importe où, n'hésitez pas à venir me parler, ça va me faire plaisir. Rappelons que la circonscription de Nicolet-Bécancour compte 42 319 électeurs inscrits qui seront appelés à voter le 5 octobre 2026. Aux dernières élections générales du 3 octobre 2022, le Parti libéral avait alors récolté 14,37 % des votes dans l'ensemble des circonscriptions. L'événement de la nouvelle vague municipale a choisi la ville de Nicolet pour y tenir son 2e colloque. Voici mes entrevues à ce sujet.
Je me trouve au Centre des arts populaires de Nicolet et c'est derrière ce rideau que se déroule la nouvelle vague municipale. Allons en apprendre davantage sur ce mouvement. Alors Geneviève, qu'est-ce que ça fait à la ville de Nicolet d'être présent ici à la nouvelle vague municipale? Bien, en fait, je savais pas trop pourquoi ils avaient choisi Nicolette, mais tantôt, ils ont bien expliqué. Puis vraiment, on a été choisis, je pense, pour la façon dont on travaille, la vision qu'on a aussi du développement de notre territoire. Donc, c'est vraiment un honneur de recevoir ce deuxième rendez-vous-là. Est-ce que tu as appris des choses à date dans ce colloque? Bien, en fait, j'ai trouvé le panel inspirant. Madame Harel, Louise Harel, c'est quelqu'un qui a une expérience politique incroyable. Donc, ça fait du bien de voir des gens d'un peu de tous les horizons. Il y a des élus, il y a des gens de l'administration, il y a des organismes, que tous ces gens-là travaillent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Puis je pense que le milieu municipal, parce que je portais aussi le chapeau de première vice-présidente de l'UMQ, le milieu municipal n'a pas le luxe de se diviser en ce moment. Donc, il faut vraiment faire preuve de solidarité parce que les défis sont importants. Puis, nos voix vont devoir aller un peu dans le même sens. Fait que, je pense qu'aujourd'hui, c'est un beau moment pour travailler ensemble. La Nouvelle Vague municipale, c'est un mouvement qui est regroupé, qui est un regroupement en fait d'élus, mais aussi d'acteurs de la société civile, des chercheurs, des citoyens. Ce sont tous des personnes qui ont comme intérêt puis valeurs collectives, la transition écologique, le respect des différents territoires au Québec, la mise en valeur de l'économie locale, une multitude de valeurs qui sont en lien avec les valeurs progressistes. Puis considérant les différents replis qu'on voit un peu partout dans le monde, on trouve très, très important d'assumer et d'être présent et donc de créer cette vague, de créer ce mouvement-là. On va être plus de 200 personnes à Nicolet cette semaine. Puis on espère que l'année prochaine, on sera 300 et dans 2 ans, on sera 500 parce qu'on pense que c'est important de mettre de l'avant ces valeurs-là dans la société actuelle. Ça va se faire de quelle façon? Quelle est la procédure pour cette rencontre-là? En fait, ce qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant au travers de cet événement-là, oui, il y a de la programmation comme des panels, des discussions, des ateliers, mais on veut vraiment mettre des espaces où les gens peuvent échanger, peuvent discuter, apprendre à se connaître, éventuellement créer des ponts entre des communautés, entre des organisations, et ainsi de suite. On trouve que c'est très, très important. Donc, ce n'est pas un événement qui est programmé de mur à mur, là, si on pourrait dire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espace pour discuter, pour échanger. Ça se fait en 3 temps. Aujourd'hui, on est le mercredi. On commence avec une espèce de rétrospective des 4 dernières années dans le monde municipal au Québec, puis cette espèce de repli qu'on peut voir par rapport aux valeurs progressistes, par rapport aux valeurs écologistes notamment. Demain, on s'attaque à différentes crises parce que les municipalités sont aux premières loges des crises, que ce soit crise de l'itinérance, de l'habitation, des changements climatiques, et ainsi de suite. Donc demain, on va essayer de trouver des solutions à ces crises-là. Et vendredi, on va se doter d'un agenda de la nouvelle vague municipale, donc d'une série d'objectifs et de cibles communes qu'on veut mettre en place au courant des 4 prochaines années. Qui peuvent participer à ces événements-là? Tout le monde est invité. Évidemment, c'est un événement qui est réfléchi par des élus municipaux, mais aussi des acteurs de la société civile, donc des organisations non gouvernementales. Mais tout le monde est invité. On a donc des chercheurs, des citoyens, bien sûr des élus, des professionnels municipaux, représentants d'organismes. Vraiment, ce que ça prend pour être ici, c'est avoir des valeurs progressistes, avoir une vision pour les territoires québécois, puis vouloir s'investir aussi. C'est moi qui anime l'événement, donc j'aurai l'odieux d'animer, de créer du lien, de partager un peu et de résumer tout ce qui va s'être discuté. Puis, on fait partie du comité de coordination, donc les différentes orientations qui seront prises vendredi, on va essayer de les mettre en œuvre aussi et de les faire rayonner au sein du réseau. Je suis très heureuse d'être ici, surtout que ça soit à Nicolet. C'est toujours le fun quand c'est proche, mais moi, aujourd'hui, je suis là en tant que présidente de Vendélu. Donc, on a vraiment cette vision partagée avec la Nouvelle Vague, une vision plus progressiste de participation citoyenne. Donc, c'était vraiment une belle occasion pour nous d'être présents pour parler aux gens de Vendélu, mais aussi d'apprendre des autres, de réseauter, puis de vraiment faire avancer notre mouvement. Parle-nous davantage de Vendélu. Qu'est-ce que c'est exactement?
Donc, on est rendu un organisme à but non lucratif qui regroupe des élus et des ex-élus, ainsi que des citoyens et des citoyennes qui, vraiment, notre mission, c'est de promouvoir la démocratie municipale participative. Et ce qui nous a vraiment poussé à se former un OBNL, c'est l'enjeu du développement éolien, surtout en milieu rural et agricole, parce qu'il y a un gros manque de démocratie, un manque de transparence, puis un manque d'information. Donc, nous, on vient un peu être le contre-pouvoir, puis un contre-discours pour justement mettre en lumière ces enjeux-là. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait plus de démocratie, qu'on prenne des meilleures décisions, puis qu'on protège le territoire agricole, puis les milieux de vie des gens qui vivent en milieu rural. À cet événement de la nouvelle vague municipale, vous aviez une table. Comment ça s'est passé, l'événement? Bien, c'était très agréable. C'est toujours un plaisir de parler au plus grand nombre de personnes des enjeux qui nous touchent parce que souvent, quand on est dans des grandes villes, on n'est pas toujours au courant des enjeux en milieu rural. Donc, c'était vraiment une belle occasion pour nous de faire comprendre aux gens qu'on a des enjeux importants ici de démocratie. Puis ça rejoint vraiment tout le monde parce que la démocratie, ça touche à tout le monde. Donc, c'était vraiment une belle façon de parler de ces enjeux-là. Êtes-vous satisfaite à date de l'ouverture des municipalités à ce genre d'événement? Oui, très contente. J'aurais aimé voir plus d'élus de la région ici présentes, mais il y a quand même plusieurs élus de différentes municipalités qui sont là, donc ils vont pouvoir fièrement représenter cette vague progressiste dans Nicolet. Bien sûr, il y a d'autres programmes pour les PSL, les couleurs de supplément au loyer. Deux à danser, là, c'est pour ça que, par exemple, une nouvelle orientation gouvernementale le logement social, bien, elle peut prendre des moyens pour favoriser la création de logements sociaux. Fidèle à notre habitude des derniers temps, on se transporte en été avec Claudie Geoffroy qui nous amène sur la scène de Saint-François-du-Lac. 11 juillet 2025, je me trouve présentement à Saint-François-du-Lac pour la première édition d'un événement musical. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y emmène avec moi. À vrai dire, c'est notre premier gros événement là, à grand déploiement sur notre scène extérieure. Notre scène extérieure qui a été construite, là, qui a terminé la construction à l'automne dernier, la technique sonorisation là, en juin. Donc, c'est tout récent. C'est notre premier spectacle payant, là, vraiment. Là, on a 3 groupes sur scène ce soir, 5 heures, plus de 5 heures de musique. Puis c'est un super hommage au Cowboy Fringant, notre groupe principal. On a le Mes Pieds Beurre, qui est un band chansonnier qui a vraiment d'expérience. D'ailleurs, c'est comme sa dernière soirée en tant que chansonnier. Il va continuer. Il tire sa révérence en tant que chansonnier solo, mais il va continuer. Fait qu'on est vraiment chanceux. On a le dernier show ce soir, comme on dit. Le dernier show Cowboy Fringant. Puis on termine avec Double Jeu, qui est le chanteur, c'est Nicolas Langlois, puis c'est un petit gars originaire de la région. Là. Wow! Puis là, est-ce que ça a un nom, cet événement-là? Oui, SFDL pour Saint-François-du-Lac, en scène pour faire hommage là, à notre scène extérieure. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Bien, c'est sûr qu'avec la construction de la nouvelle scène, c'est sûr que c'était tout naturel qu'on avait envie d'impliquer la communauté. Y avait-tu un désir de rassembler les gens à Saint-François-du-Lac? Tout à fait. Bien, c'est sûr qu'il y a 2 ans, on a fait notre 350e anniversaire de la municipalité. Puis on a commencé à faire des événements avec un petit peu plus d'envergure, avec Éric Masson d'ailleurs. Puis avec la scène, là, c'était tout indiqué là, pour reprendre. Puis on espère que c'est la première, mais que ça ne sera pas la dernière édition. J'imagine que pour organiser un événement comme ça prend beaucoup de monde, une grande équipe, un comité organisateur? Oui, tout à fait. On a un comité organisateur qui est composé de 3 élus, le maire, 2 conseillers, un conseiller, une conseillère. On a citoyens de la région, puis on est 2 employés de la municipalité. Là, je pense que déjà là, on est quand même tôt dans l'événement, mais il y a déjà une belle réponse. Les gens affluent dans les rues, tout le monde s'en vient ici. Oui. Comment vous trouvez ça de voir qu'il y a une belle réponse des gens de la municipalité? Mais c'est sûr que c'est encourageant et ça donne le goût de continuer parce que qu'il y ait 100 personnes, 500 personnes ou 1000 personnes, c'est le même travail. Hein? Donc, on est vraiment heureux. Puis, tout le monde met l'épaule à la roue. On a le groupe, dans le fond, de bénévoles. On a 7 personnes de l'APHNY, de l'Association des personnes handicapées Nicolas Yamaska, qui sont venues nous donner un coup de main, autant pour les barrières, les repas aux artistes, des petites tâches sur le site. Donc, on a beaucoup de bénévoles aussi. Ça prend du cœur à l'ouvrage, mais des gens qui croient au projet. Puis je pense qu'à Saint-François-du-Lac, ça fonctionne.
Et là, bien, si on veut vous suivre pour participer à la prochaine édition, pour voir qu'est-ce qui se passe par ici, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Mais c'est sûr qu'il y a la page des loisirs qui est quand même très, très, très active. Là, on a beaucoup de citoyens et même des gens de l'extérieur qui nous suivent sur Loisirs Saint-François-du-Lac, Loisirs SFDL. Mais il y a aussi le site de la municipalité de Saint-François-du-Lac où, avec l'onglet Événements, activités offertes, là, qu'on peut voir tout ce qui s'en vient. Parce que oui, pour les spectacles sur scène, cet été, c'est le dernier, mais il va y avoir des cinémas extérieurs, il va y avoir des open mic, je ne sais pas trop comment, des micros ouverts, hein, c'est ça, micros ouverts, où est-ce qu'on va inviter les gens à venir chanter, faire de la poésie ou peu importe. Là, on va ouvrir ça un petit peu à l'automne. Là, on essaie d'ouvrir plus large, peut-être des soirées karaoké. Là, on va y aller avec l'intérêt, puis le mouvement de la population, qu'est-ce qui les intéresse, puis qu'est-ce qui nous suggère aussi. On espère que ça donne le goût aux gens de venir nous donner des idées, de venir se proposer en tant qu'artiste, amateur ou professionnel. Puis on espère que la météo soit de notre côté aussi. Vous viendrez nous voir à Saint-François-du-Lac. C'est donc une réussite pour cette première édition de Saint-François-du-Lac en scène. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! C'est maintenant au tour de Lynn Richard, notre journaliste de la vie à Bécancour, qui nous parle du Grand Tintamarre. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière la Société acadienne du Port-Royal et son Grand Tintamarre. Et pour nous parler du 15 août 2025, j'ai avec moi France Desilets, présidente du comité. Ça fait plaisir de vous inviter vendredi le 15 août pour la Fête nationale des Acadiens. Tout se passera ici, dans ce magnifique site, et c'est là que nous ferons la fête. Les tambours du patrimoine qui sont avec nous pour une deuxième année consécutive. Au son de leurs tambours et de leurs percussions, ils mettront la fête dans le parcours. Dis-moi, le tintamarre, il y a aussi une signification précise. Le tintamarre, dans le fond, lorsque les Acadiens ont traversé de peine et de misère toute leur histoire et puis qu'ils se sont retrouvés en Acadie et puis qu'ils ont choisi de faire la fête pour célébrer ces événements-là, se retrouver, se rassembler. Et pourquoi le 15 août? Parce que c'est la fête de la Sainte Vierge de l'Assomption. Et puis, c'est leur symbole, c'est l'étoile qui est sur leur drapeau. Alors, le tintamarre est devenu ce rassemblement qui fait du bruit pour dire « Oui, les Acadiens sont là ». Et avec toute leur histoire et leur force qui nous est si précieuse aujourd'hui encore. Nous soulignons aussi cette année les 60 ans de la ville de Bécancour. Alors, lors de notre événement, nous allons avoir une commémoration sous le chapiteau à 16 h et avec 4 personnages vraiment qui ont existé dans l'histoire acadienne jadis. À 17 h, notre fidèle mandoline qui a amusé les enfants les dernières années, sera présente avec nous avec son personnage, Capitaine Wawa. Mais une surprise attend les enfants cette année et ceux qui assisteront. Ce sera la venue du Capitaine Vigneault. J'espère que je vous intrigue, alors venez découvrir qui est ce personnage. Pendant ce temps-là, l'odeur des hot dogs et les chefs cuisiniers des barbecues seront déjà en service à 5 h. À 18 h, pour notre tintamarre. Alors, le circuit démarre en bas sur la rue Béliveau. On s'en va vers l'école Beau-Séjour et c'est les petites rues à l'arrière. Ce qui était l'année passée, c'est sensiblement, dis-je, le même trajet. Sauf que cette fois-ci, nous allons arrêter au retour au terrain de baseball, juste en bas du trottoir de notre site. Et là, tout en remontant le trottoir, eh bien, la musique se fera entendre sous le chapiteau.
Nos artistes locaux présents sont Chantal Nourry, Jean Boudreau, Manon Asselin, chef de chœur de la chorale La Clé des Chants, qui vont nous faire des chansons pour la circonstance, bien entendu, et je vous promets un super répertoire. Il y en a qui n'auront pas eu le temps de souper avant, là. Fait que ça sera encore possible au retour et on vous accueillera encore avec tous nos services, nos surprises pour la fête du Tintamarre. Alors, je vous dis au 15 août, bienvenue à tout le monde dans ce magnifique site. Merci à la Société acadienne du Port-Royal de mettre en lumière ce rituel et en fait, ces gens qui ont passé, en fait, qui ont défriché Saint-Grégoire. Oui, ça, c'est très important que tous les gens se rappellent que Saint-Grégoire est une petite cadie, que ce sont des Acadiens qui l'ont développé, cultivé, forgé, etc. Et que les Acadiens aussi, dans tout le secteur de la ville, il y en a partout aussi, comme partout au Québec. Alors, que la fête commence! Oh oui, on a très hâte. Merci beaucoup. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Elle nous présente maintenant, toujours dans le cadre de la vie à Bécancour, Jean Boudreau. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Jean Boudreau. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Tu as même, en fait, un groupe musical. Moi, dans le fond, j'ai un groupe de blues qui se nomme Night Bloomers. Puis Breen Leboeuf collabore avec nous autres. Breen a travaillé au niveau des textes parce que c'est un groupe, on fait de la musique anglophone. Parce que le blues se vend beaucoup mieux en anglais qu'en français. Beaucoup de festivals. Là, on a fait Tremblant cet été, Donnacona l'année passée. Dis-moi, Jean, ça fait plusieurs années que tu as ce groupe-là? Ce groupe-là, l'origine du groupe remonte peut-être à une vingtaine d'années. On est tous des amateurs de musique, puis on a parti ça, moi puis Christian Gamache, qui était le président du Festival de blues à Trois-Rivières. On a parti ça au début des années 2000. Moi, j'ai commencé la musique, j'étais très jeune. J'ai commencé avec les chanteurs de la Maîtrise du Cap. J'ai fait ça toute mon enfance. Après ça, les stage bands polyvalentes, etc. On a joué pendant plusieurs années dans les bars. Tu es un passionné depuis toujours, en fait, ce que j'entends. Puis tu es quand même multidisciplinaire. Tu joues plusieurs instruments. Je joue de la guitare, de la basse, contrebasse, un peu de piano, un peu de percussion. J'ai un studio, dans le fond, pour... Tu fais de la sonorisation aussi pour plusieurs artistes, parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir tes services. Oui, je fais de la sonorisation. C'est plus pour des petits événements, mais... c'est parce que j'ai les instruments chez nous. J'ai ce qu'il faut à la maison. Là, vous êtes en train... Là, vous êtes pratiqué aussi pour préparer ce beau spectacle-là. Comment c'est venu, ça, pour travailler avec M. Veilleux? Le spectacle qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça remonte à une couple d'années, mais l'origine de ça a été des soupers bénéfices qu'on a faits. C'est la santé Nicolet Bécancour-Yamaska. Des spectacles qu'on filmait parce que c'était au début du COVID. On filmait les spectacles, puis ils vendaient un repas accompagné d'un cadre pour visionner le spectacle. Puis on a fait une levée de fonds pour l'Ukraine, aussi en formule acoustique. Mais là, il y avait moi à contrebasse, Francine Dufour au violon, Chantal Nourry au piano, Breen Leboeuf, Monique Fauteux, Sylvie Tremblay, André Veilleux comme chanteur. Donc, c'est vraiment ces événements-là qui vous ont inspiré à dire, écoute, on prépare un spectacle. Oui, c'est de même que ça a commencé.
Jean, qu'est-ce que je peux te souhaiter dans les années qui s'en viennent? Ben, de continuer à faire de la musique, puis à rester en santé. Absolument. Et ta passion, tu nous la partages tellement bien. Je te souhaite vraiment tout ce que tu désires et continue vraiment de rayonner à travers la musique et de faire rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancourroise. Ben, un grand merci à toi. Dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber, pou, pou. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Toujours un travail de moine qu'a effectué Lynn Richard lors de l'été 2025. Elle vous présente maintenant Jean-Pierre Gaudreault. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Jean-Pierre Gaudreault. Nous allons découvrir à l'instant cet artiste qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancourroise. Multidisciplinaire, qui travaille avec plusieurs matériaux. Et moi, j'aimerais ça que vous me racontiez un petit peu, M. Gaudreault, comment ça a parti, ça, votre belle histoire artistique? Ça a commencé en enfance, finalement. Je pense que si on recule loin, là, mettons que le monsieur, il a 3 ans, à peu près 4 ans, et puis dans la cuisine, dans la maison, on avait une cuisinière au bois, et puis c'était assez distant du mur. Fait que moi, j'étais petit, j'allais en arrière, et puis je faisais fondre des crayons de cire sur la tôle chaude. Ça faisait des dégoulineux, tout ça, de couleur. Je me souviens très bien de l'odeur de la cire fondue aussi. Fait que c'était ma période dégoulineuse. Je pense que ça a commencé là. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, il y a eu les albums Tintin de mon frère qui m'ont définitivement marqué fort. La clarté de l'image, les stations voyage aussi, qu'à un moment donné, il y a un lien qui s'est fait plus tard, beaucoup plus tard, là, peut-être 20 ou 30 ans plus tard. Mais il y avait des images, je me souviens, Tintin au Congo, le sorcier avec son bâton et puis son costume en peau de léopard. Il y a des images fortes là, qui m'ont marqué. Des images oniriques aussi, tout ce qui a trait au rêve. Fait que, et puis la justesse du trait et puis la clarté. Fait que ça, c'est de quoi que ça m'a influencé, je pense. Ça a été long, disons que j'ai consommé beaucoup d'images. Le dessin, c'était à l'école, finalement, les cours du vendredi après-midi. Ça, j'avais hâte que ça arrive, puis c'est vraiment là que ça a débloqué, je dirais. Avoir voulu m'inscrire aux Beaux-Arts, à l'époque, j'avais 16 ans, et puis j'ai pas été retenu. Il y avait 2 écoles d'art, je pense, à l'époque au Québec, les Beaux-Arts à Montréal et à Québec. Et puis, bon, je n'ai pas insisté. Mais à un moment donné, il y a eu le souhait, le désir de renouer quand même avec ce rêve de Beaux-Arts-là qui a été interrompu. Et puis, j'ai fait une formation avec le Centre de main-d'œuvre en dessin publicitaire. J'ai fait débuté le cégep en graphisme. C'était un retour aux études là, après 10 ans là, sur le marché du travail. Et puis finalement, l'UQTR ici, enfin, un bac en art plastique. Parce que le moment donné, je me suis dit, si je le fais pas, là, je vais passer à côté de quelque chose. Fait que là, ça a été vraiment renouer là, fort avec ma vocation, en guillemets. C'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé, en fait, là, à expérimenter les matériaux, là. Oui, au cégep, beaucoup. Le cégep a été une mine d'or parce qu'on touchait vraiment à tout. La formation a été très marquante, là.
l'université, ben, c'était une autre approche. C'est plus l'histoire, c'est plus la théorie de l'art, les mouvements, etc. Mais le cégep, la diversité des matériaux, tout ce qu'on nous faisait explorer, expérimenter, ça a été marquant. Et aussi, à l'époque, ça c'était à Sherbrooke, à l'université, il y avait une galerie d'art, et puis une exposition, j'étais tombé dessus par hasard, c'était Kozik qui est décédé la semaine dernière. Et ça, c'était vraiment marquant, parce qu'à cette exposition-là, il avait travaillé avec l'origami. Il avait choisi un petit chien, un origami, et il l'avait reproduit à toutes sortes d'échelles, toutes sortes de matériaux en métal, en contreplaqué, en papier, en tissu. Là, je me suis rendu compte de la possibilité, de la variété sur un seul thème. Et puis, ensuite, mais plus tard, la variété aussi des matériaux et dans les thématiques aussi. Ça, je sais aussi que vous exposez des œuvres, puis toutes sortes d'œuvres à différents endroits. Pouvez-vous me parler de ce petit volet-là? Ma dernière exposition, c'était à la Petite Place des Arts à Saint-Mathieu-du-Parc. C'était, sans être une réelle rétrospective, j'ai regroupé tout ce qui contenait des animaux. Fait que c'est devenu un peu un bestiaire, cette exposition-là. Donc, il y avait beaucoup d'époques, beaucoup de périodes, beaucoup de matériaux, parce que j'ai fait des animaux, j'ai fait des singes en gravure, j'ai fait des dessins au pastel à l'huile en voyage. Il y a des singes aussi, il y a des vaches, il y a des chiens, il y a tout ça, la bête. Les ours aussi. L'ours a été assez populaire dans mes projets d'intégration, donc on le retrouve en verre, on le trouve en métal, lui aussi, au Musée Boréalis, entre autres. Deux trucs bien différents, exposition et intégration des arts en architecture. On parle des fameux projets du 1%. Je vais commencer avec l'exposition. Les expositions, c'est de présenter le travail qu'on a fait durant les mois qui ont précédé, les années même, un moment de travail dans l'ombre, en quelque part. Et puis, à un moment donné, on sent le besoin de présenter au public. Et puis, alors on applique dans des galeries, dans des centres d'exposition. Tu sais, je ne sais pas, mettons la galerie du Père, ils vont prendre 10-12 expos par année, puis ils reçoivent 80 dossiers. Alors, il faut appliquer beaucoup à plusieurs endroits. Les projets d'intégration, ça, c'est une autre dynamique. Premièrement, ça demande... On ne travaille pas sur le papier ou sur ça demande généralement des matériaux qui vont résister. Donc, il y a une contrainte au niveau des techniques. Et aussi, eux autres, il y a une banque d'artistes, on applique, on est sélectionné ou pas pour faire partie de la banque. Ça s'adresse beaucoup à l'heure actuelle, aux artistes qui ont des personnalités fortes. Le gouvernement, tous les ministères, une école, un poste de police, etc., s'il y a un agrandissement ou un édifice neuf qui se construise, il y a 1% du budget qui est consacré à une œuvre d'art. À ce moment-là, moi, j'ai eu des périodes où j'ai travaillé avec... il y avait des ponts, il y avait il y a eu des ours, il y a eu des poissons, il y a eu des périodes fortes thématiques. Alors, à ce moment-là, j'ai réussi mes plus beaux projets, je pense, dans mon point de vue, c'est que j'ai réussi à consacrer, si on veut, une thématique. Tout ce qui avait précédé, ça a été achevé dans un projet d'intégration monumentale. Ça, c'est mes plus beaux souvenirs, mes plus beaux succès. Vous êtes le conjoint de Monique Juteau, qui est aussi, qui est poète, et vous avez fait aussi des œuvres ensemble. Vous avez fait des duos, là. Oui, c'est arrivé à quelques reprises.
On a travaillé... bon, moi, j'ai illustré des livres de ses recueils, de ses livres. Récemment, je cherche là, Un pied dans le vide aux éditions Le Sabard, ça fait déjà une dizaine d'années. C'était... Monique avait écrit, on était en voyage, Monique avait écrit au quotidien, moi aussi je dessinais au quotidien. Et puis, au retour, c'était ça aux éditions dans Le Sabard, on a décidé de faire une œuvre conjointe, là. Quand je lisais ces textes, puis je fouillais dans mes cahiers, on a eu à l'époque les mêmes sources d'inspiration. On était au même endroit en même temps, on travaillait tout au quotidien en même temps. J'ai lu, j'ai fouillé dans mes croquis, dans mes dessins, et ce qui convenait, je les ai repris. Est-ce que vous avez besoin, tout comme Mme Monique, de voyager pour vous inspirer? Je ne sais pas si j'ai besoin. C'est sûr que ça brasse la cage. Ça nous sort de... C'est un autre dynamique, là. C'est pas des... Moi, j'ai ce que j'appelle des productions d'atelier, des grands formats, des trucs que ça ne peut pas se faire ailleurs. Et les productions de voyage, souvent, je partais avec un portfolio, là, à peu près... un portfolio avec une fermeture éclair, là, qu'on peut traîner du papier. Alors, je partais avec du papier, mettons, de format 20-24. Et puis, souvent, ça a été des pastels à l'huile, parce que c'est dans une petite boîte plate, c'est facile à traîner. Fait que là, on a parlé de peinture, de sculpture, de mosaïque, de dessin. J'ai vu tantôt une œuvre qui m'a vraiment accrochée. On parlait de Tintin au tout début, qui a été quand même une grande source d'inspiration pour vous. Oui. C'est une exposition, ça, où j'avais travaillé sur... ça date d'après la pandémie. Tout le monde était sur les casse-têtes à cette époque-là. Et puis, je me suis amusé aussi à faire les casse-têtes. Alors, j'en ai récupéré partout des casse-têtes. Alors, je fais mon casse-tête, il manquait un morceau. Fait que ça, c'est le lot des casse-têtes usagés. Il manque un morceau. Alors... il n'était pas question pour moi de me fabriquer un morceau. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, il manque un morceau, tant pis, je vais fouiller dans ce qui est bon, puis je vais essayer de faire quelque chose avec. Alors, j'ai récupéré Tournesol. Moi, je me suis penché sur le personnage de Tournesol, qui est un célibataire scientifique, rigoureux, mathématicien. Et puis là, je me suis dit, il n'y a pas de femme dans sa vie. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? D'un coup, qu'il lit un roman, un feuilleton, peu importe, un roman d'amour, ou son point de vue sur la femme. Puis, j'ai allé superposer mon tournesol. Illustrer vraiment ce que le professeur Tournesol pouvait lire comme contenu de livre. Là. J'ai prêté des intentions, en tout cas. Et puis là, M. Gaudreau, je veux revenir sur votre exposition à Shawinigan, parce qu'est-ce qui vous a inspiré? Sur la 5e avenue, la façade du cinéma Roxy, qui était à l'abandon, et puis dans le cadre d'un événement qui s'appelle Interzone, on m'a offert cet espace-là pour intervenir. Alors, il y avait les portes du cinéma qui étaient placardées, et puis deux espaces de chaque côté aussi, qui servaient à l'époque pour mettre les affiches. Alors, moi, j'ai travaillé en continuité avec ce que j'avais présenté à la Galerie du Parc et par la suite à la Petite Place des Arts à Saint-Mathieu. Des cochons, j'ai décidé de faire une tirelire, une banque. Et je l'ai fabriqué avec des petits morceaux d'encadrement doré que j'ai coupé sur mon bâti avec ma scie au lait. Alors, je m'en suis coupé, je m'en suis fait une banque, et puis j'ai fabriqué un dessin de contour qui représente une tirelire. Avez-vous des projets qui s'en viennent? Je suis en début de je sais pas quoi. Fait que ça se passe, comme toujours, ça se passe dans mes carnets. Alors, ça se passe aussi avec des nouveaux matériaux là, que j'explore, la petite plume avec l'encrier.
Et puis, fait que ça s'en pile, les crayons de couleur aussi, là, que j'ai trouvé dans mes fonds de tiroir. Alors, ça s'en va un peu vers ça, mais je ne sais pas si ça va être des animaux ou autre chose, peut-être paysage. Avez-vous déjà gagné des prix? Les Grands Prix culturels de la Ville de Trois-Rivières. Je n'ai pas vraiment appliqué. Le prix, oui, ici l'an dernier, un prix hommage au Centre du Québec. Mais j'ai toujours négligé un peu, moi. Il y avait les voyages, il y avait la production, il y avait les concours. Fait que j'ai toujours négligé un petit peu la diffusion. J'ai jamais pensé en termes de plan de carrière où c'est important de choisir les lieux où tu exposes, de t'occuper de tes dossiers, de te faire ta promotion. Quoi qu'il en soit, je confirme que vous êtes un très bel artiste, très talentueux et je vous souhaite vraiment, je souhaite longue vie à votre beau projet qui s'en vient et peut-être, justement, il sera peut-être dans une exposition, on ne sait-on jamais. Idéalement, ou une publication, ou je ne sais pas. Publication peut-être plus. Merci, M. Gaudreau, pour cette belle générosité. Ça fait plaisir. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur. Dans le cadre de la vie à Bécancour, voici maintenant Jean-Guy Dubois, présenté par Lynne Richard. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Jean-Guy Dubois. Je vous présente à l'instant cet auteur qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. De cet homme politique, mais aussi de l'auteur de 3 livres. Donc là, Monsieur Dubois, c'est un honneur pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Et j'aimerais avant aborder qu'est-ce qui vous a emmené pour la mairie ici à Bécancour. C'est un petit peu un accident, comme dans beaucoup de cas de politiciens, là. C'est simplement, moi, j'ai grandi un peu dans ce milieu-là. Mon père était secrétaire de la municipalité, de la compagnie de téléphone, de la commission scolaire, ici à Bécancour. Alors, j'ai grandi dans ce milieu-là. Par la suite, à un moment donné, je me suis retrouvé dans toutes sortes de projets, la Chambre de commerce. Je me suis retrouvé président de la Chambre de commerce. Je me suis retrouvé sur le comité de l'Arena. Donc, bien impliqué dans la vie sociale de Bécancour. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, on m'a dit, là, tu vas te présenter comme conseiller municipal. Puis j'ai suivi un peu le courant, c'est ça, puis je me suis retrouvé là. C'est un petit peu par accident, oui. Puis là, il faut quand même mentionner qu'il y a eu 8 mandats. C'est ça, absolument. Écoute, une fois que c'est parti, tout ça, tu n'as plus le contrôle. Dans le fond, c'est des événements qui influencent, puis les performances qu'on peut faire aussi. Donc, ça s'est bien passé. J'ai été à Gentilly comme conseiller municipal pendant 6 ans. Après ça, j'ai été élu maire pour une période de 10 ans. J'ai quitté après 10 ans. Je suis allé gagner ma vie ailleurs parce qu'on ne gagne pas sa vie comme maire. Là. À cette époque-là, surtout, ça ne donnait pas un salaire qui pouvait faire vivre. Et je suis parti et revenu en 2013 là, pour un deuxième bloc de 8 ans. Alors, tout ça, bout à bout, ça donne 24 ans dans 7 hôtels de ville. Et cet homme engagé est devenu auteur. Dites-moi comment c'est arrivé. Ouais. Écoute, c'est vraiment un hobby. Je me considère pas comme un auteur, je me considère pas comme un écrivain. J'aime écrire, j'ai toujours écrit. Écoute, ça date, je te dis, ça vient d'où? Grand-maman Marie-Louise, qui corrigeait mes fautes tout le temps. Après ça, les Sœurs de l'Assomption, ici à Bécancour, où j'ai fait tout mon primaire, qui m'ont toujours poussé. Puis le séminaire de Nicolette a été pour moi extrêmement important. Et là, on valorisait beaucoup la langue, on valorisait beaucoup la pensée. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Puis j'ai toujours continué à écrire sur toutes sortes de sujets. Quand la retraite est arrivée, là, c'est arrivé que j'ai d'abord voulu écrire, faire un résumé de 24 ans de vie politique. Alors, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. C'est un petit peu comme une sorte de lancement, dire, je réalise une chose que je n'ai jamais pu faire, puis j'avais quelque chose à dire là-dessus. J'avais des histoires à raconter, un peu d'humour là-dedans, et des leçons de vie politique. Et puis, je me dis que tout jeune politicien qui a hâte aurait peut-être avantage à lire parce qu'il y a plein de leçons. Vous avez fait combien d'exemplaires? Oh mon Dieu, j'en ai fait
J'en ai fait 200 ou 250, je suis plus sûr. Là. Je l'ai fait à compte d'auteur, personnellement. Je n'ai pas fait affaire avec une maison d'édition, mais je suis enregistré ISBN, puis tout au complet. Et puis, j'en ai plus de toute façon. Ils sont vendus. Alors, je les ai vendus. C'est chouette. Puis après ça, vous avez entamé un deuxième manuscrit? Bien là, ce qui m'intéressait, à travers tout ça, je me regardais vieillir. Et puis, je me disais, il y a des facteurs vraiment intéressants. Vieillir, fais-moi pas croire que c'est bien drôle. C'est pas si drôle que ça. L'usure du corps, la perspective d'avenir qui est raccourcie tout le temps. À la base, c'est quelque chose de plutôt négatif. Par contre, d'un autre côté, c'est quelque chose de très positif dans le sens que tu profites un peu de toute l'expérience acquise durant ta vie. Tu as du temps. Tu as du temps et tu as de la liberté. Chose qu'on n'a jamais eue durant toute notre vie. Et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On est un petit peu embêtés. Et c'est un petit peu ça là-dessus. J'ai fait une trentaine de sujets que j'ai touchés sur un peu, je dirais, l'art de bien vieillir, de savoir profiter, savoir oser. C'est un peu ça que la leçon de ce que j'ai écrit. Ça s'intitule, le titre, c'est « Vieillir ». C'est pas tellement sexy comme titre, vieillir. C'est pas, mais je n'ai pas trouvé mieux, mais c'est ça que ça veut dire ce que ça veut dire. J'aurais dû écrire mieux vieillir, mais de toute façon, lui aussi, je l'ai fait. Et ça m'a donné ça, la chance de. Il y a des gens qui ont mordu un petit peu à ça, puis j'ai fait un petit peu partout aux alentours des petites conférences là, à partir de ce livre-là. Je suis allé un petit peu partout. Là. Je suis à Rive-Nord, ici, je suis à Rive-Sud, et j'ai eu du plaisir à faire ça. Ça a été une belle façon de donner un sens à ma vie de retraité aussi. Là. Et ensuite, vous en avez écrit un troisième. Oui. Le troisième, c'est mon autobiographie. J'avais commencé à travailler avec Patrimoine Bécancour sur l'importance pour les personnes vivantes, qui sont encore vivantes, d'écrire leur histoire. Et il y a des gens qui meurent, et leur histoire meurt avec eux. Et ils ont fait des choses, ces gens-là. Ils ont fait beaucoup de choses, des belles choses. Et ça a commencé avec... on était une quinzaine, ou à peu près, là, qui s'intéressaient à cette idée-là. Puis j'ai essayé de convaincre ces gens-là. Et, par exemple, le premier qui a été produit était M. Ben Dehaye, ça sur Télécœur, et aussi sur Patrimoine Bécancour. Et vous allez retrouver... parce que ça a été fait en discussion comme on fait ici. Là. Et Ben Dehaye, ça a été celui qui a, je dirais, qui a amené le fastball au Québec. Au Québec, je dis bien. Et quand tu vas à Saint-Léonard, tu vois tout ce qui se passe là, dis-toi une chose, c'est que Ben Dehaye a été à l'origine de tout ça. Puis j'ai fait l'entrevue moi-même et j'ai découvert, par exemple, que Ben Dehaye, notamment, a été boxeur. Qu'il aurait pu devenir gardien de but. Probablement dans la Ligue nationale. Ça s'est tout perdu. Donc, on a fait la biographie. Et Ben est mort quelques mois plus tard. Mon travail m'a amené à provoquer ces gens-là à dire, parce qu'ils ne veulent pas l'écrire, les gens, leur histoire. Alors, je l'ai fait écrire à d'autres et j'ai dit, tant qu'à y être, je vais faire la mienne. C'est vraiment extraordinaire. Puis, en soulignant vraiment les grandes lignes d'une vie, ça peut tellement devenir une inspiration. Oui, absolument. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que ma fille, hein, une de mes filles me dit à un moment donné, « Pat, tu nous avais jamais dit ça. » Oui, c'est ça, que je n'ai pas tout raconté. Et il y a tellement de choses qu'on quitte puis on oublie. Il y a des leçons de vie, il y a des leçons d'inspiration là-dedans. Il y a des leçons aussi de savoir-faire qu'on retrouve là-dedans. Donc, moi, je suis content qu'on puisse le faire parce que c'est notre histoire qu'on écrit. Ça dépasse notre personne. Ça dépasse la région. Ça va partout. Vous avez aussi d'autres projets. Oui, bien, écoutez, comme je vous ai dit, du temps et de la liberté. Ce sont deux éléments extrêmement importants. Il manque une chose, l'audace. Et pour moi, mon audace, j'ai toujours un petit côté philosophique. Si j'avais continué à écrire, j'aurais aimé être Pierre Foglia. Philosophie, sociologie, humour. Un peu de tout ça mêlé ensemble, faire de la chronique, des choses comme ça. Il m'arrive des fois de m'amuser puis de faire de la chronique, puis moi je la fais à travers un personnage qui est mon chat Timine.
Alors, c'est Timine qui analyse la société, puis bon, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et il y a des éléments qui m'intéressent beaucoup, c'est l'acceptabilité sociale. Par exemple, il y a des changements majeurs dans notre société, très majeurs, et l'information est complètement en train de virer à l'envers. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on recevait le Nouvelliste et le Courrier Sud, plus évidemment les autres, la télé évidemment et les postes de radio. Mais écrit, on recevait le Nouvelliste et c'était des bases un peu de l'information. Ça n'existe plus. Ça existe, oui, mais pas de la façon qu'on est habitué, nous autres, entre guillemets, les vieux, d'utiliser. On n'est pas réseaux sociaux. Bien là, c'est tout en train de virer réseaux sociaux. Donc, au lieu de se retrouver avec une information concentrée, qui a des thèmes, des lignes claires et nettes, bien là, on se retrouve sur n'importe quoi qui est vrai ou qui ne l'est pas. Et quelqu'un lit un texte de un, l'autre lit le texte de l'autre. Il y a des millions de sources d'informations, alors qu'auparavant, on en avait beaucoup moins. C'est un phénomène qui me préoccupe beaucoup, puis qui me questionne. Qui est en train de vous emmener à ce projet-là, là. Ah ben là, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer d'approfondir ça. L'acceptabilité sociale, je pourrais vous en parler longtemps. Ben là, à un moment donné, je vois probablement sur Internet que l'Université du Québec à Trois-Rivières inaugure un nouveau cours, un certificat en communication, relations publiques, leadership et relations publiques. Ah bon, ben ça m'intéresse. C'est quand même relativement long à faire. Ça doit être, je n'en ai pour 2-3 ans à m'amuser avec ça. Pas à plein temps, là, à temps partiel, c'est sûr. Mais dans le programme régulier. Alors, je me suis inscrit et puis j'ai été accepté. J'ai été accepté au programme de communication de QTR. Fait que je commence là, au mois de septembre. Là. J'ai déjà deux petits-fils qui sont rendus, ça fait qu'on va se suivre. Qui sait, ça va peut-être vous apporter un 4e livre. Oh, c'est pas... Non, actuellement, là, j'ai arrêté tout ça. Là. J'ai vécu ce que je voulais faire. J'ai réalisé mon petit projet. Maintenant, ça en est un autre qui commence. Et puis, bon, là, j'ai des petits-enfants qui grandissent. Puis, bon, c'est ça, la vie continue de façon différente. Je lis beaucoup. Puis, je suis quand même très actif physiquement aussi. Qu'est-ce que vous auriez le goût de laisser comme message? Oser. Oser, c'est-à-dire prendre la chance de, se donner la chance de. Ça veut dire arrêter d'y penser puis le faire, tout simplement. Monsieur Dubois, ce fut vraiment une très belle rencontre. Puis pour terminer, pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui auraient peut-être le goût de mettre la main sur un de vos manuscrits, vous me parliez tantôt qu'il y en avait un qui était déjà plus disponible, mais est-ce qu'on peut les retrouver en librairie ou... Non, je ne veux pas... le premier qui a été publié en librairie, mais qui existe, qui était tout vendu, là, sur 24 ans de vie politique. Vieillir, j'en ai encore quelques copies disponibles que j'utilise quand je fais mes petites conférences, là. Puis mon autobiographie, j'en ai aussi, mais ça, je ne vends pas ça. Je les donne quand j'ai. Au départ, je l'avais fait pour mes enfants. Et puis là, bien évidemment, j'ai des amis puis des choses comme ça. Alors, c'est comme ça. Mais c'est pas des... je ne suis pas à grand déploiement. C'est pas des romans. Là. D'accord. Puis est-ce qu'il y a d'autres conférences qui pourraient être prévues dans les mois ou dans l'année qui vient? Oh, je pense qu'il y en a une couple là, qui sont déjà planifiées du côté de la Rive-Nord pour l'automne. Maintenant, j'y vais selon... les demandes qui me sont... mais je ne me mets pas de pression, puis je n'en mets pas à personne, là, dans le sens que je n'attends pas après ça. Là, puis quand ça m'arrive, je l'accepte tout le temps. C'est le fun de le faire, c'est bénévole, et puis tout simplement. Ouais. Puis on peut retrouver ces dates-là sur votre site Internet? Oh, même pas. Je n'ai pas l'habitude de publier ça. Je ne suis pas très, pas, absolument pas. Merci, M. Dubois. Et je vous dis bonne chance dans ce beau projet là, qui commence très bientôt. Et on a très hâte de vous entendre à la suite des choses parce que ça va sûrement susciter autre chose aussi, là. Bien, merci beaucoup. C'était bien agréable. Merci. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.
Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles de Télécœur, semaine du 11 mai déjà. Hey, on approche de juin, hein? Tout le monde ensemble. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Et en attendant, n'hésitez pas à m'écrire pour toute idée ou commentaire. Donc, si vous avez des projets, si vous avez envie de vous impliquer dans votre télé communautaire, n'hésitez pas à me contacter à nouvelles au pluriel à commercialtélécœur.tv. À la prochaine. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on a fire. So darling, please don't start to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Ow. Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Ok, Julien,
C'est à toi de jouer. OK, ça marche. Olivia, je t'envoie les plans. Reçu. Laisse-moi calculer ça. Alex, tu peux nous brancher. Ça s'en vient. Connecté. Wow! Malade! Viens jouer pour vrai. Découvre les métiers de la construction.